Bonjour, je me présente Ariat Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast de Voice of Ortho. Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Hello les orthos et les non-orthos, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast de Voice of Ortho. Je suis reconnaissante, ravie de continuer cette folle aventure de ce podcast et de vous proposer des épisodes sur des thématiques différentes à chaque fois avec des invités super intéressants. Aujourd'hui, je reçois l'orthophoniste marocaine Amira Rbash. C'est une orthophoniste que j'ai rencontrée il y a quelques années à Casablanca lors d'une formation sur les troubles d'oralité alimentaire. Et du coup, quand j'ai pensé à faire cet épisode-là et de l'aborder sur mon podcast, la première personne qui m'est venue en tête, c'est Amira. Et du coup, je suis très contente qu'elle ait accepté mon invitation et de faire cet épisode avec elle. Et du coup, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Amira Rbash. Bonne écoute! Bonjour Amira. Bonjour Damien. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Très bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et merci à pour toi. Cet épisode podcast spécial troubles d'oralité alimentaire ou troubles d'oralité pédiatrique. On est un petit peu perdu avec les noms, de toute façon on verra ça ensemble. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Amira Rbash. J'ai 28 ans, je suis orthophoniste depuis 4 ans déjà, exerçant en cabinet libéral depuis 2 ans. Et je suis aussi maman de 2 petites filles. Ok, voilà. Super. Et du coup, avant de commencer l'épisode, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment tu t'es retrouvée en orthophonie? Alors, je pense que personne n'est au courant de ça, ça va en étonner plus d'un. Mais c'est vrai qu'en étant plus jeune, j'ai vécu une expérience assez enrichissante et qui m'a poussée à me mettre sur scène plus d'une fois. D'ailleurs, j'ai gagné un prix. Wow. Donc voilà, c'était le chant. Ça m'a permis à évoluer au niveau articulatoire. Il y a aussi un côté théâtral, donc confiance en soi, maîtrise de la respiration abdominale, développement de stock lexical. Et moi qui étais d'une timidité limite maladive, et limite je bégayais des fois même, ça m'a permis de prendre une certaine aisance au niveau de la prise de parole. Je dirais même que c'est grâce à ça que je suis devant toi aujourd'hui. Et voilà, donc du coup quand j'ai appris que l'orthophonie, tout ça résonnait dans la prise en charge orthophonique, ça m'a semblé comme une évidence. Et voilà, je me suis dit que moi aussi, j'aimerais bien aider les jeunes et les plus jeunes à surmonter leurs difficultés d'expression et les aider à s'affirmer comme le chant me l'a permis en société. Ouais. C'est vrai qu'au niveau du chant, je ne m'y connais pas, mais automatiquement, on a un coach vocal, donc ça rejoint un tout petit peu, pas totalement, pas réellement, mais ce qu'on fait un tout petit peu avec les patients adultes qui présentent des dysphonies. TMR, au niveau de la TMR, ou bien même en bégaiement, on fait un peu de théâtre. Exact. Ok, super, très intéressant. Merci pour cette anecdote. De rien. Alors, du coup, en dehors du côté vocal, tu as un intérêt relativement, on va dire, très spécifique par rapport à l'alimentation. Moi, je t'ai suivi sur Instagram. Déjà, on s'est rencontrés sur une formation sur les troubles d'oralité alimentaire, déjà dans un premier temps. Et du coup, sur Instagram, tu partages beaucoup tout ce qui concerne l'alimentation de manière générale, surtout du bébé, de la DME et tout ça. Et donc, du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans ce champ-là de l'alimentation? Oui. En fait, c'était le destin parce que pour mon projet de fin d'études, donc en université, il y avait, je ne sais pas si tu la connais, la grande dame, Madame Agnès Touli. Oui. Et du coup, tout le monde avait trouvé à peu près son sujet et moi j'hésitais et je suis partie directement chez elle lui demandant c'est quoi les nouveautés en orthophonie, qu'est-ce que je pourrais changer, apporter quelque chose de nouveau. Et j'étais sur la surexposition des écrans, mais voilà, c'était incomplet. Et elle me dit, écoute, fais une étude où tu pourrais faire le lien. Est-ce qu'il y a un lien entre une surexposition aux écrans et le développement d'un trouble de l'oralité? Et c'est comme ça que mon aventure a commencé.
Et depuis, je n'ai pas arrêté d'étudier là-dessus, de me former là-dessus, de lire là-dessus. C'était vraiment j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis rendu compte que le plaisir de manger, il joue un rôle fondamental dans le développement chez l'enfant. Hormis le côté nutritif et nutritionnel, l'enfant il a vraiment le besoin de s'intégrer au niveau social, de partager et vraiment de sentir un certain épanouissement et une certaine sécurité dans ce domaine-là. Et ça débloque tellement de choses, vraiment dans ma prise en charge, j'ai remarqué que ça débloquait tellement de choses. Et voilà, donc la prise en charge vraiment, elle permet d'accompagner et le jeune enfant et la famille de découvrir ou bien des fois de redécouvrir ce plaisir-là et aussi de travailler ce lien pour qu'il soit positif. C'est vrai qu'il y a quand même l'alimentation, ça rejoint aussi le côté social. Oui. Parce que automatiquement, généralement, quand on a un plat, surtout nous, dans notre culture à nous, au Maroc, où généralement c'est un plat où tout le monde mange ensemble, un tagine, un couscous. Donc effectivement, ça rejoint vraiment un groupe de personnes. Donc pour un enfant ou pour une personne qui présente des difficultés sur le plan d'oralité alimentaire, ça va être très très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Sur le plan sensoriel également. Sensoriel et aussi au niveau verbal. Il y en a qui présentent des retards de parole parce qu'ils ne sont pas mis à table avec tout le monde. Ils présentent beaucoup de blocages tout simplement. Même confiance en soi, etc. Enfin, c'est incroyable, mine de rien, c'est pas rien. Ouais. Et donc du coup, je retourne un tout petit peu ce que tu as dit par rapport à ton mémoire de fin d'études. C'était quoi la conclusion du coup ? En fait, je ferai une petite comparaison avec les traits autistiques. Et les personnes qui présentent le spectre de l'autisme. Enfin, il y a effectivement un lien où l'enfant il développe. Ça n'a pas d'appellation pour le moment, mais voilà, des traits alimentaires, je dirais. D'accord. Parce que voilà, en étant surexposé aux écrans, l'enfant, il n'a pas le temps ni de regarder déjà l'occasion, voilà, de découvrir ce qui l'entoure. Des fois, il est sur la chaise haute, donc il n'est pas sur le tapis, il touche pas ce qui l'environne, les jouets, etc. Enfin, il rentre pas en cuisine pour sentir les odeurs. Enfin, vraiment, il y a une exploration qui ne s'est pas faite. Ouais. Oui, et même ce qu'il possède, c'est-à-dire ses mains. Y en a qui n'ont pas développé le lien main-bouche, qui est très important pour l'alimentation. Ouais. On oublie qu'il y a plein d'étapes à parcourir avant d'arriver à l'alimentation en elle-même. Effectivement. Moi, je fais un petit lien aussi par rapport à mes patients que je peux recevoir au cabinet qui sont nés après la période Covid, Corona. Oui. Et du coup, ils ne sont pas nés dans la période la plus facile, où on faisait très attention au côté hygiène, où on nettoyait tout, on faisait attention à tout. Et donc, du coup, c'est des enfants qui ont développé ces mécanismes. Et je pense que le Covid également, le confinement, il y a eu un impact sur ce côté-là de l'exploration de l'enfant. Mais oui, c'est clair que oui. Parce que voilà, effectivement, il y a eu une certaine peur qui s'est développée, mais il suffit de construire un environnement qui est sécurisé pour permettre à l'enfant de se développer le plus sereinement possible. Ouais. Il ne faut pas non plus trop cadrer les choses. Comme je dis à ma plus grande, je dis un peu de microbes, ça fait grandir. Ouais, ça développe l'immunité. Parce que effectivement, la maternelle, la crèche, c'est un petit peu le nid des microbes. C'est ça. Où l'enfant il va commencer à développer un tout petit peu son système. Oui, et même en étant plus jeune, on les laisse mettre les objets en bouche parce que c'est la nature qui a été faite comme ça. Non, enlève la bouche, non, ça c'est sale. Ok, mais donne-lui un truc propre pour il a besoin de mettre quelque chose en bouche. Ouais. Et donc du coup, j'ai une petite question, parce qu'on s'y perd souvent. Au niveau de la terminologie en orthophonie, ça change beaucoup, ça avance beaucoup. Par exemple, moi, je fais des formations sur les troubles du développement du langage, avant de parler de dysphasie, après de troubles spécifiques du langage, troubles primaires du langage. Et donc du coup, je me rends compte que c'est pas uniquement le côté langage qui évolue au niveau de la terminologie, mais aussi au niveau de l'alimentation. Et donc du coup, au tout début, on parlait de troubles d'oralité alimentaire, maintenant c'est troubles d'oralité pédiatrique. Selon toi, pourquoi il y a ce changement-là, si tu peux nous expliquer, et quel est le terme peut-être le plus adéquat à utiliser ?
Oui, alors effectivement, les deux termes, ils existent et ils coexistent, je dirais, parce qu'ils sont complémentaires. D'accord. Il faut savoir, parce que tout ce qui concerne l'alimentation, c'est tellement large qu'on s'est dit, il faut y mettre deux titres en quelque sorte. Donc le trouble de l'oralité alimentaire, ça concerne vraiment l'acte de manger. D'accord. Ça concerne tout ce qui est texture, goût, forme, couleur, je dirais aussi la déglutition. Alors que le trouble d'oralité pédiatrique, ça concerne plutôt le développement oral global chez l'enfant, à savoir la mastication, la succion. Voilà, il y a aussi, on parle de trouble d'oralité verbale, Oui. tout ce qui concerne les sons, le langage. Donc voilà, c'est plus global. D'accord, ok. Et donc du coup, avant d'aborder le sujet du bilan, au niveau de l'entretien, est-ce que ça t'arrive de recevoir des parents pour qui le motif de consultation en lui-même va concerner directement l'alimentation et pas autre chose? Je dirais 95% des demandes, vraiment, ils viennent, mon enfant ne mange pas. D'accord. Et il y en a même qui viennent en urgence. Moi, j'en ai eu un nourrisson de 4 mois, mon bébé ne mange pas. Faites quelque chose. Enfin, alors, il y a plein de choses qui rentrent en... Oui, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Malheureusement, on ne peut pas agir de façon rapide. Il n'y a pas une solution miracle. Je les explique. Je ne suis pas magicienne. Enfin, ça prend du temps, comme toutes les rééducations. Ça prend du temps parce qu'on est en train de créer des neurones au niveau du cerveau. On est en train de créer certaines connexions qui n'ont pas été faites. On est en train de revoir des épisodes qu'on a loupés avant. Donc c'est vraiment un travail qui demande beaucoup de temps, de patience, de confiance surtout. Voilà. Déjà, je trouve que c'est super Oui. que la raison principale, le motif de consultation soit axé sur ça. Oui. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, à Agadir, au niveau du cabinet, Oui. c'est rare que ça soit, on va dire, le motif de consultation. On va me dire que c'est un enfant qui parle très peu ou qui a un trouble d'articulation relativement important ou qui ne parle pas du tout. Et quand je pose la question sur l'alimentation de manière générale, l'autonomie, je vois que quand même c'est un enfant qui ne mastique pas, qui gobe, ou qui va aller sur des textures qui sont très mixées, ou sous forme de purée, ou il prend encore le biberon parce qu'il n'est pas capable de s'alimenter autrement. Et c'est là où je me dis, ok, il faudrait peut-être creuser plus cet aspect-là, mais je trouve que c'est super qu'il y ait des parents qui mettent du lien, parce que des fois on n'arrive pas forcément à comprendre c'est quoi le lien entre l'orthophonie et l'alimentation, mais normalement vous êtes censé pas travailler sur le langage, la parole, mais oui, tout ce qui concerne l'oral, c'est nous, c'est notre spécialité. Exactement. Et puis il y en a qui viennent aussi, et ça me fait un petit peu rire, qui viennent pour le manque de plaisir de manger. D'accord. Alors le poids il est normal, la courbe de croissance elle est normale, et non, il prend pas de plaisir, c'est ce qui me dérange. Alors que normalement, pour nous, il n'y a pas de souci. Mais quand même, on fait des tests, on essaie de bilanter le côté moteur, le côté tonique, la mastication, si elle est efficace ou pas, les mouvements des lèvres, de la langue. Enfin, on fait ce qu'on a à faire, la sensibilité, l'intégration des 5 sens dans l'alimentation. Et oui, et des fois, il n'y a pas de trouble d'oralité. Il n'y a pas de trouble, c'est juste l'enfant, il est compliqué. Ouais. Et malheureusement, on a du mal à accepter ça, parce que c'est comme dire aux parents, le problème ne va pas se résoudre malheureusement, même si vous êtes venu chez moi. C'est pas... Et c'est là, à ce moment-là que on fait appel aux autres professionnels de la santé, donc pourquoi pas un psychologue pour aller creuser de ce côté-là. D'accord, ok. Et du coup, comment se déroule un tout petit peu une séance, plutôt des séances de bilan, parce que j'imagine que ça ne se fait pas sur une seule séance, mais comment ça se déroule du coup un bilan orthophonique en TAP? Oui, donc du coup, c'est vrai que je trouve c'est l'un des plus longs bilans à effectuer en orthophonie. Donc bien sûr, comme tu en as parlé, il y a l'entretien avec les parents, pour savoir les préférences de l'enfant au niveau alimentaire, aussi les habitudes qu'il a instaurées, les goûts, les différents goûts, ou le goût qu'il préfère, la texture ou les textures qu'il accepte.
Le contexte des repas, est-ce qu'il mange seul ou en famille? Il y a aussi l'observation en situation de repas, ses comportements, comment il manipule les aliments. Il y a aussi, j'en ai parlé, l'évaluation motrice. On vérifie les mouvements, mais aussi la précision des mouvements, je dirais, de la bouche, mais aussi de la langue, des lèvres, des réflexes de succion, déglutition. On a l'analyse sensorielle, donc la sensibilité aux textures, aux goûts, aux odeurs, et le niveau d'intégration des 5 sens, parce qu'il y en a qui, ne serait-ce qu'à la vue de l'aliment, ils ont envie de vomir. Il y en a qui vomissent, hein. Il y en a non, qui arrivent au stade olfactif. Bon, c'est des stades, c'est différents stades. Ensuite, il y a la dimension émotionnelle. On a parlé aussi du lien qu'il a créé avec l'alimentation. Et voilà, tout cela, ça nous permet de mettre en place une prise en charge adaptée pour encourager l'enfant vraiment à acquérir une certaine curiosité, curiosité et aussi autonomie par rapport à l'alimentation. D'accord. Et du coup, tu as parlé d'un patient de 4 mois. Donc, c'est à quel moment les parents pourraient se diriger vers une orthophoniste quand il y a un souci au niveau de l'alimentation? En fait, les pauvres, ils étaient tellement démunis et désespérés. Je pense qu'ils ont vu toutes les spécialités possibles. À 4 mois, j'imagine qu'ils ont vraiment tout vu. Et ça leur a pris 4 mois pour arriver chez moi, chez une orthophoniste. Et quand malheureusement, moi, il n'y avait ni frein restrictif, vraiment rien n'expliquait ces difficultés. Même si, encore une fois, le poids était quasiment normal. La maman, elle se débrouillait quand même. Elle savait les différents outils pour donner le lait, à part le biberon. Voilà. Donc, dès que je lui ai dit, écoutez, madame, de mon côté, tout va bien, malheureusement, c'est juste parce qu'elle était vraiment très stressée, elle était vraiment à dégager les ondes assez. Et le bébé, il ressent. Oui, ressent. Je lui ai dit d'ailleurs, les bébés, c'est des éponges, madame, vous pouvez un peu vous calmer. Alhamdoulilah. Elle pleurait pas, elle était vraiment très bien, et pourtant, il y a des petits mangeurs aussi, hein, il y a des bébés petits mangeurs, donc peut-être il fallait creuser de ce côté-là, d'essayer de lire sur les nourrissons ou voilà. Mais c'est vrai que la prochaine étape du coup, parce que moi aussi elle m'a mis la puce à l'oreille et j'ai gardé contact, c'est le papa qui avait pris rendez-vous et elle m'avait dit écoutez, si vous voyez que rien ne va, que tout va bien et que vous voyez rien du tout qui cloche, de toute façon la semaine prochaine on va aller en France. D'accord. Et moi, ça m'avait plus à l'oreille. Je me suis dit, bon, ils vont aller en France. Je savais qu'ils étaient rentrés 2 semaines après. Et j'ai demandé au papa, est-ce que tout va bien? Est-ce que la petite va bien? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et effectivement, il n'y avait rien rien à signaler. Il m'a dit, tout ce que vous lui avez fait, on lui a fait la même chose là-bas. Vraiment, il n'y a rien à signaler. Voilà. Et c'est aussi rassurant pour nous, les professionnels. Des fois, c'est vrai qu'on est mis en situation délicate et on remet en question nos compétences. C'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que c'est rassurant des fois de demander auprès des patients parce que eux, ils ont finalement un bon retour oui. Et nous, on n'est pas au courant. C'est ça, exact. C'est tout à fait ça. Après, c'est quelque chose qui est très culturel où je ne sais pas pourquoi on arrive plus facilement à faire confiance à une personne étrangère qu'une personne marocaine. On se dit c'est plus lui l'expert, alors que non. Pas forcément, et on a la chance avec Blabla Ortho qui organise pas mal de formations. Exactement. Où elle fait appel à des intervenants hors Maroc et du coup qui nous forment, donc on peut dire, ça c'est rassurant de se dire on est capable de donner la même prestation, la même qualité de prestation de soins à ces patients-là que s'ils étaient en France. Ça, c'est inspiration de se dire, on est à jour. Exactement. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre cas aussi à Agadir. Vous recevez des touristes, des Marocains immigrés. Oui. Ils viennent pour faire les séances qu'ils peuvent en un temps record parce qu'à l'étranger, ce n'est pas accessible. C'est pas accessible, malheureusement. Et des fois, vraiment, ils nous disent... ils sont demandeurs
demandeurs de soins. Ils sont demandeurs de soins. Ouais. Et ils sont agréablement surpris, effectivement, par la qualité. Ils disent, ah oui, bah c'est la même chose, en fait. Oui. On évolue, on avance. Les comptes rendus aussi, on donne fièrement nos comptes rendus pour qu'ils soient lus à l'étranger. Et voilà. Voilà, on a confiance en nos compétences, on sait ce qu'on fait. Et ça, c'est rassurant. Même si on ne devrait pas attendre un retour, et on va dire une confirmation de nos soins, mais dans un sens... Ça fait partie un peu de la culture, malheureusement. C'est comme ça, mais on espère qu'avec ces nouvelles générations d'orthophonistes, elles n'auront plus besoin d'une validation externe et se faire confiance, quoi. C'est ça. Ok, super. Et donc, du coup, je te suis pas mal sur Instagram, je vois pas mal de petits outils un petit peu bizarres. Je vois qu'il y a beaucoup de manipulations, donc il faut déjà se mettre en tête qu'une séance TAP, ça va aller dans tous les sens. Oui. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre un petit peu partout parce qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire après. Mais du coup, qu'est-ce que tu recommandes à une ortho qui a envie de se lancer un tout petit peu, qui a pas fait peut-être de formation, mais qui a quand même quelques informations, elle s'est documentée, tout ça. Et du coup, elle a envie de se lancer dans ce type de prise en soin. Oui. Qu'est-ce que tu recommandes comme outil ? Oui, premièrement, d'avoir une chaise haute adaptée, que l'enfant puisse avoir pied pour qu'il ait un bon équilibre et qu'il se concentre sur ce qu'on va lui proposer. Et puis, c'est vrai qu'il y a plein d'outils, comme tu disais, mais en fait, c'est question comme toute prise en charge, même en dyslexie, etc., c'est question de créativité aussi, c'est un peu personnel, un peu. Chaque orthophoniste est à l'aise avec un outil ou pas. Par exemple, moi, je suis à l'aise avec les chewing tubes. Je trouve que c'est très efficace pour travailler la mastication. Il y a aussi les petits outils pour l'apex de la langue. J'ai aussi des tiges avec embout en éponge comme intermédiaire entre l'enfant et l'aliment. Ouais. J'utilise beaucoup des slimes, etc. Pour avoir accès à quelque chose de non alimentaire. Et puis, pourquoi pas, je mélange, par exemple, la peinture rouge avec... je mets un pot de peinture rouge et un pot de ketchup. Et je dis pas que c'est du ketchup. Et on fait un dessin avec. Ah, il a touché la sauce. Ah bon, mon fils a touché la sauce. Il a touché du ketchup. Ah bon, il aime pas son burger avec les sauces. Ah non, on a touché, on a fait... Et il sent l'odeur, il dit, mais cette peinture-là, elle a une odeur bizarre, par exemple. Donc, c'est vraiment issu... on ne demande pas du matériel qui vient de je ne sais quoi, exactement. Il faudrait y avoir un peu de créativité. Et bien sûr, s'informer un minimum et pouvoir situer l'enfant, à quel niveau du trouble il se situe par rapport au niveau sensoriel, mais aussi moteur, je disais tonicité, fréquence de la mastication, est-ce qu'elle est efficace ou pas, la succion, est-ce qu'elle y est ou il n'y est pas, est-ce que le biberon, à 5 ans, il prend toujours le biberon, ça va pas, les températures, est-ce qu'il accepte le froid, à quel degré, le chaud, etc. Le salé, le sucré, les couleurs. Il y en a qui font une sélectivité au niveau des couleurs. Donc, c'est vraiment à nous de... C'est ça. Et après, comme tu as dit, il y a des orthos qui seront plus avec certains outils que d'autres. Même pour les patients. Des fois, on peut avoir des patients qui ont certaines similitudes au niveau des symptômes, mais dont la prise en soin, elle est complètement différente. Chaque enfant est vraiment unique et sa prise en charge, elle est spécifique. Ça fait toute la difficulté de la prise en charge. Vraiment, c'est quelque chose... voilà. Mais voilà, il faut toujours rechercher la nouveauté et rechercher les intérêts de chacun. Qu'est-ce qu'il préfère, qu'est-ce qu'il aime faire. Il y en a qui aiment les bulles. Ok, on va faire des bulles en couleur. Avec c'est vraiment propre à chacun. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose de très, très important. Ouais. C'est les talk tools. Il y a le Z-Vibes. Ouais. Il faut faire très attention parce que les moins de 4 ans, il ne faut pas plus de 2 minutes. Parce que je sais que, j'en ai vu des orthophonistes qui utilisent à travers les vibrations. Malheureusement, c'est très, très dangereux. Surtout pour les enfants qui présentent un handicap et qui font des épisodes d'épilepsie. Ah. Ça pourrait déclencher des crises d'épilepsie à force de faire comme ça des vibrations, plus de 1 à 2 minutes, vraiment grand maximum. Et aussi, il faut sensibiliser les parents parce qu'il y en a, j'en ai eu, d'où est-ce que vous avez acheté ça ? Moi aussi, je vais acheter le même.
Bah oui, vous pouvez acheter ça, mais c'est la façon de comment l'utiliser, la fréquence, les endroits précis. Enfin, des fois, ça peut être dangereux. Oui. Ouais. C'est bien à préciser parce qu'effectivement, il y a pas mal d'outils qu'on peut trouver sur des sites bien spécifiques comme TalkTalks ou Optoys également. Mais des fois, il y a aussi pas mal d'outils qu'on peut trouver facilement sur AliExpress ou différents sites. Et du coup, ne pas avoir, on va dire, un manuel d'utilisation dans ce sens-là, ça peut amener à peut-être compliquer les choses, surtout que si l'enfant n'est pas prêt à avoir des vibrations, il faut écouter et prendre en compte l'enfant, ne jamais le mettre en situation où il va être mal à l'aise ou stressé. On va juste renforcer le lien... Le blocage, exactement. On va renforcer ce qu'on veut pas. Tout ce qu'on veut pas, en fait, on va... Et ça va nous rendre difficile, nous, la tâche, les orthophonistes, à défaire la chose et à redécouvrir... Enfin, c'est vraiment... Ouais. D'ailleurs, ils comprennent pas qu'on joue au début, on fait que jouer, alors que non, c'est pour instaurer un lien de confiance avec l'enfant, comme toute prise en charge. Ouais. Et voilà, petit à petit, ok, d'accord, on va finir par manger, d'accord, on va finir par manger. C'est ça, parce que comme tu l'as très bien dit, on a pas mal de prises en soins qui sont des prises en soins à long terme, comme pour les handicaps ou pour des troubles relativement sévères. Et malheureusement, le TAP en fait partie. Et on comprend parfaitement que les parents ont envie que l'enfant soit autonome, qu'il soit capable de mastiquer, de manger. Mais malheureusement, il faut suivre le rythme de l'enfant. Oui. C'est comme par exemple pour des parents d'enfants qui ne parlent pas, qui sont non oralisants, qui sont verbales mais non oralisants, et qui n'arrêtent pas de me demander quand est-ce que mon enfant va commencer à parler. Mais en fait, des fois, l'enfant a toutes les compétences, il est capable de communiquer à sa manière avec des gestes, des pictos ou n'importe, peut-être même des petits sons, mais collectivement parlant, peut-être qu'il n'est pas encore prêt. Il n'a pas encore envie d'entrer en communication, il n'a pas encore l'intérêt, parce que des fois c'est ça, il y a tout qui fonctionne, mais il n'est pas encore prêt. Il a tous les moyens pour, mais c'est question de volonté, et des fois on n'y peut rien. D'intérêt surtout. D'intérêt aussi, c'est vrai. Pourquoi je vais faire... Pourquoi je vais Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Pourquoi je vais manger des trucs verts, des trucs collants, c'est quoi l'intérêt ? Pourquoi je vais communiquer avec les autres, ça ne m'intéresse pas. Et donc du coup, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi des parents qui doivent, je parlais de confiance, l'enfant devrait avoir confiance en nous, mais aussi les parents. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Moi, quand je leur dis, il faut changer les assiettes, il faut acheter des assiettes de formes différentes, en section, avec des parchemins. Des fois, ils disent ouais, non, je n'en retrouve pas. Je leur imprime des trucs plastifiés sous forme de dinosaures et tout. Ou bien un visage. Je dis ok, le visage il est vierge. J'aimerais bien qu'on lui mette des boucles d'oreilles à la petite dame. Et des fois, ils comprennent pas. Ils disent mais en quoi ça va nous aider notre enfant à manger? Oui, parce qu'on va pas nommer, on va pas dire mange la pâte, on va dire mange le sourcil de la dame, par exemple. Et c'est plus rigolo de faire des recettes en cuisine, de faire les courses, ne serait-ce que poser vraiment l'enfant dans la cuisine, bien sûr qu'il soit dans un coin sécurisé, mais qu'on lui donne à partir d'un an même, quand on lui donne une orange, qu'il la prenne dans ses bras, qu'il sente l'odeur. En plus, l'orange, l'avantage, c'est qu'il y a plein de textures mélangées dans un seul fruit. Du coup, c'est une découverte incroyable pour un enfant sur le plan sensoriel. C'est très riche comme information. C'est vrai. Tout à fait. Moi, par exemple, par rapport aux patients que je reçois au cabinet, j'en ai pas mal qui présentent un trouble du spectre autistique. Et j'ai pu quand même remarquer qu'il y a un lien quand même relativement important entre le TSA, le sommeil et l'alimentation. C'est deux choses sur lesquelles c'est très très compliqué. Le sommeil, je ne savais pas. Le sommeil, ça arrive souvent. C'est des enfants qui ne dorment pas beaucoup, qui dorment très peu ou qui dorment très très mal. D'accord. Et justement, je pense qu'il y a un lien quand même entre l'alimentation et le sommeil. Ça rejoint le côté hypersensibilité, je pense. Ils sont souvent hypersensibles. Et du coup, des fois, hypersensibles, hyposensibles. Mais c'est vrai que c'est plutôt sur le côté sensoriel où c'est
très très compliqué et les parents ils font comme ils peuvent et justement tu parles de confiance des parents et du patient, mais aussi un partenariat, une vraie alliance parce que c'est les parents qui connaissent très bien leur enfant, qui seront capables d'une toute information nécessaire pour avoir une prise en soin la plus adaptée possible, qui vraiment va répondre aux besoins de cet enfant-là. Et c'est vrai que justement, tu parlais des assiettes et tout. J'ai quelques patients avec qui je travaille sur le plan d'oralité alimentaire, où pour eux, c'est très bizarre de jouer avec la nourriture. Ils trouvent ça incroyable comme plein droit d'en mettre un petit peu partout, de jouer avec la betterave, faire les joues. Je les déçois à ce niveau-là, parce qu'eux, ils viennent en étant très fiers par rapport à ce côté-là. Non, mon enfant, il est très propre, il ne salit rien du tout. Dès qu'il touche un truc, il veut se laver les mains. Ah non, madame, moi, ça me pose problème. Non, moi, j'aime pas ça, madame. Ah bon, ça, un enfant très propre, c'est pas forcément... Oui, c'est pas très ça. Et même quand la maman ou la papa, ils rentrent après la séance et ils découvrent la pagaille, enfin, le cabinet, comme elle devient, je réserve 10 minutes pour faire le ménage, c'est ça. Et du coup, ah bon, vous avez fait ça? Ah oui, et il faut faire pareil à la maison. Moi, j'ai commencé, vous terminez à la maison. Ouais. Vous trouvez un moyen, vous mettez une nappe en dessous de la chaise haute et laissez votre enfant manipuler, toucher. Oui, se développer tout simplement. C'est ça, exact, tout à fait. Donc du coup, laissez vos enfants jouer avec la nourriture, laissez vos enfants toucher. C'est ça, et faire des expériences. Tester, cracher, voilà. Oui, mais il y a plein de vidéos maintenant, je sais pas si c'est parce que je m'y intéresse que ça me sort toujours sur Instagram. Ouais, il y a le logarithme qui te présente ce que tu... Mais voilà, on peut faire par exemple de la boue avec du Nesquik et de l'eau. On peut y mettre des animaux et puis on va les laver, les animaux de la ferme, parce qu'ils se sont salis avec la boue. Il y a plein de... On peut faire la mousse à raser comme de la neige, et y cacher des trucs à l'intérieur, et demander à l'enfant, il y a une senteur, il y a la senteur de propreté, ça les rassure. Ouais. Mais bon, il y a le côté aussi, quand on touche la mousse, ça fait un bruit qui est bizarre, ça colle un peu. Mais après, c'est blanc, ça passe mieux que la boue, quelque chose qui est marron. Exactement. C'est pas forcément... Donc, c'est question de stade, vraiment, c'est question de niveau, et vraiment le but est de s'amuser, vraiment de rendre la chose ludique, de faire des fois pour les plus grands des challenges, des fois aussi on met des vidéos démonstratives d'animaux qui mangent. Hein. On va manger ça comme un lion, on va le dévorer en un seul morceau. On va manger ça comme un lapin, tac, 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 tac. On va manger ça comme un chat avec qui lèche. On va faire les sons aussi. Donc vraiment, c'est rigolo. Ils s'en rendent même pas compte qu'ils ont finalement goûté à ça et qu'ils ont mangé ça au final. Parce qu'ils le considèrent comme étant un jeu. Donc ils s'amusent avant tout, ce qu'ils sont censés faire de base. Ou bien ça, c'est un trésor. Il faut le cacher en bouche pendant 5 secondes. 5 minutes, j'aurais aimé. 5 secondes. OK. Et on essaie de rallonger les 5 secondes au maximum. Et après, il peut recracher. Il a le choix. Soit il recrache, soit il avale. Mais vraiment donner le choix à l'enfant et lui faire sentir qu'il est libre de faire ce qu'il veut avec moi finalement. Et moi aussi, du coup, je me mets en situation d'échec des fois. Il ne faut pas leur montrer qu'on mange de tout. Bah oui. Ah non, oh là là, je vais manger ça. Oh mon Dieu, j'aime pas ça. Mais comment je vais faire? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu peux que je te donne un petit bout, tu m'aides avec... Et c'est trop rigolo pour eux. Oh, l'orthophoniste, elle ne mange pas ça. Moi, j'y arrive. C'est trop facile pour moi. C'est trop facile pour moi. Ah du coup, moi aussi, je pourrais faire des efforts pour autre chose. Ouais. Oui. Ouais. Ok. C'est relativement riche. Ça donne envie de se lancer un tout petit peu en TAP. Après, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un petit endroit, un petit lavabo, une petite kitchenette, c'est très pratique. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore de cabinet, envisager ce côté-là où c'est vrai que dès le départ, j'ai fait sortir un petit lavabo exprès pour ça. Oui. C'est très utile. Oui. Ouais. Pour nous et pour les enfants qui aiment, qui ne supportent pas. Je mets le chronomètre, je dis OK, tu as envie de te laver les mains, regarde, on va mettre un chronomètre, dès que ça sonne, on va se laver les mains. Je donne quand même... C'est vrai. Et petit à petit, rallonger le chronomètre de préférence. Rester de plus en plus, c'est le fait de travailler sur le fait de désensibiliser cette hypersensibilité qu'ils peuvent avoir par moment. Oui. Ok. Alors, en dehors du côté de ton intérêt, on va dire très, très important sur les troubles d'oralité alimentaire,
Ça fait un petit moment déjà que tu as un site internet, que tu proposes pas mal d'outils. Pas forcément, je pense, l'idée de base était pour les orthophonistes, mais tu l'as aussi ouvert pour des personnes non ortho. Alors, comment t'es venue cette idée de créer ce site ? Et parce que comme je me suis intéressée aux troubles de variété alimentaire, vraiment là, alhamdoulilah, il y a des formations quand même qui concernent ça beaucoup. Il y a de plus en plus d'orthophonistes qui publient des posts là-dessus et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a 4 ans, il n'y avait personne qui parlait de ça, en tout cas au Maroc. Oui. Et du coup, moi, mon matériel, je le ramenais souvent de l'étranger. Et des fois, je faisais des DIY moi-même pour créer mon propre matériel. Et depuis toujours, je me suis dit, non, je dois faire un site. Et même les parents, quand ils viennent, mais d'où est-ce que je peux acheter ça ? D'où est-ce que je peux acheter ça ? Même des trucs qui ne concernent pas la vérité, trouble d'oralité, même des trucs vraiment, pour nous, banals. Qui concernent l'enfant, quoi. Oui, qui concernent l'enfant. Mais d'où est-ce que vous avez acheté ? Et ça me... C'est frustrant. Oui, c'est frustrant de ne pas pouvoir aider même dans ce côté-là parce qu'ils pouvaient continuer la même chose à la maison avec cet outil-là. Donc, et du coup, dans une formation, j'ai fait la connaissance de Mara qui avait à l'époque créé un matériel. D'accord. Et j'ai trouvé ça super qu'une orthophoniste marocaine puisse créer son propre jeu. Et du coup, une semaine après, je lui ai proposé mon idée. Il m'a dit oui, allons-y, c'est hyper bien. Oui. D'ailleurs, alhamdoulilah, on a constaté qu'on a fait un peu bouger les choses. Je constate de plus en plus de sites, de comptes Instagram, c'est ça, qui font aussi un peu la même chose. Parce que c'était tout le but. Et voilà, effectivement, ça concernait au début que les orthophonistes, mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'un matériel pouvait être utilisé de différentes façons. Par différentes personnes. Oui, c'est ça. Et on a aussi plein d'idées qu'on garde bien au chaud dans un petit coin de notre tête. Bon, la vie a fait qu'on a ralenti un peu. Je suis en congé maternité, donc malheureusement, on n'a pas pu se développer comme on l'aurait voulu. Mais voilà, on a plein d'idées pour le futur. Pour le futur, c'est ça. Ok, génial. Et donc du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, que tu es en congé maternité. C'est une question que je me pose beaucoup et que je trouve ça très intéressant d'expliquer un tout petit peu parce que, comme tu l'as dit, tu es installée dans ton propre cabinet depuis maintenant 2 ans. Oui. Et du coup... fonction libérale veut dire quand même beaucoup de choses, oui. Parce qu'on va gérer en dehors du fait d'être orthophoniste, oui. On est comptable, on est femme de ménage, on est tout. On fait beaucoup de choses en parallèle, même oui. Si les gens ne se rendent pas forcément compte du travail qu'il y a derrière. Oui. Et c'est un investissement, on va dire, physique, mental, tout ce qui va avec. Et donc du coup, comment est-ce que tu arrives à avoir... à équilibrer un petit peu tout ça, avec tes différentes casquettes d'orthophoniste, de maman, entrepreneur, avec tes projets. Comment tu fais ? J'aurais aimé te dire que tout est question d'organisation. Il n'y a pas l'organisation parfaite, mais comme tu as dit, c'est vraiment une histoire de trouver un certain équilibre. Et qui va vraiment me permettre de répondre à mes responsabilités professionnellement parlant, mais aussi qui va me permettre de prendre soin de moi et de ma famille, parce qu'il ne faut pas s'oublier soi-même aussi. Hein. Donc voilà, la journée, en fait, je la considère comme un puzzle. Voilà, donc par rapport aux priorités, je vais me dire, ok... aujourd'hui, je vais me consacrer à ça, tel temps, je vais le consacrer à ça. Enfin, l'essentiel est vraiment de rester flexible, assez flexible, et de m'ajuster en fonction des besoins du moment. Et tout en gardant à l'esprit mes valeurs et les objectifs à long terme que j'aimerais atteindre. Ouais. Après, c'est aussi une grande flexibilité. Parce qu'il peut y avoir pas mal d'imprévus. D'imprévus, c'est ça. On vit jour au jour et des fois, il y a des choses, même les lapins, un retard, un nouveau patient qui veut une séance. À un horaire bien spécifique, le jour bien spécifique, sinon il n'y a rien. Exactement. Ouais. Donc, on s'adapte. Oui. C'est ça.
Ok, donc du coup, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Si tu la trouves, j'aimerais bien que tu la partages avec moi, mais pour le moment, non. On fait avec. On fait C'est vraiment ça. avec et on vit le jour plus ou moins. Oui. Mais je pense que le plus, c'est d'être bienveillant, comme tu l'as dit, Oui. envers soi-même et ne C'est pas ça. s'oublier surtout. Parce que quand on est maman, j'imagine que on s'oublie un petit peu vite. Oui. On a des priorités un petit peu différentes Oui. sur pas mal de points, mais c'est important. Après, je pense que le fait d'être orthophoniste, ça t'aide parce que tu as pas mal Oui, c'est ce qu'on me dit. accompagné Oui, les des ressources. mamans et tout. En dehors des ressources, c'est que tu conseillais déjà beaucoup les mamans Oui. Et les parents de manière générale, même les papas, ils sont concernés, bien sûr. Oui. Et du coup, ça te permet de te dire, ok, je conseille aux gens de faire certains types de choses, je devrais en faire pareil. C'est une responsabilité. Hein. Moi, des fois, quand je suis dehors, et ma petite fille, elle se tape une crise, c'est normal, c'est un enfant de 3-4 ans. Bien sûr. Et je me dis, dès qu'une passante, elle vient, regarde, elle voit que je suis Moi, je galère. Hein. Bah oui, c'est normal. Je suis une maman. J'ai dit ce qui est théorique, ce qui doit se faire, et voilà. Mais après, on n'est pas parfait. C'est normal. On n'est pas parfait. La Encore perfection. Heureux, hein, oui. Et aussi, tu parlais du fait de prendre soin de soi. Oui, parce que pour donner le meilleur de nous-mêmes, il faut qu'on recharge les batteries aussi de notre côté. Enfin, il faut qu'on soit prêt et qu'on ait surtout qu'on trouve le plaisir de le faire. Parce que si on le fait pour le faire, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. C'est ça. Et justement, j'en parle souvent avec les collègues ortho quand on est en formation. J'adore discuter avec tout le monde et tout le monde m'a dit, Lamia, quand est-ce que tu sors un épisode sur le burn-out? Parce que vraiment, c'est un sujet très sensible qui nous concerne toutes. Et effectivement, je leur ai dit, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Mais dans l'idéal, ça serait d'avoir une psychologue comme guest pour le podcast pour justement apporter des réponses. Parce que juste partager des éléments négatifs sans solution ou outils, pas forcément solution, mais des outils à mettre en place, c'est pas très productif. Donc, exactement, s'il y a une psychologue qui est intéressée, qui adore parler de burn-out, de dépression, je suis toute oui et j'ai hâte de pouvoir faire ça du coup. Du coup, moi aussi, j'ai hâte d'entendre l'épisode. Ok, parfait. Alors, pour finir, du coup, c'est déjà la fin du podcast, malheureusement. Mais est-ce que tu as une formation, un livre, un article ou une page Instagram à recommander à nos éditeurs, ortho ou pas ortho ? Oui, alors déjà, premièrement, j'aimerais dire à nos auditeurs et auditrices qu'il y a plein de sujets, de thèmes qui sont intimement liés aux troubles de l'oralité alimentaire et auxquels ça serait intéressant d'y prêter attention, que ça soit en livre, en formation, en vidéo, etc. Alors, je parle de DME, la diversification menée par l'enfant, la respiration nasale, la déglutition dysfonctionnelle, les freins restrictifs et ça serait intéressant aussi de se former aux talk tools pour justement ne pas les utiliser à tort et à travers. C'est ça. Alors, par rapport aux livres, alors il y en a deux. Alors personnellement, je me suis beaucoup intéressée aux nourrissons. D'accord. Donc j'en ai deux qui sont mes chouchons. C'est les livres de chez Ortho Éditions. D'ailleurs, on peut se faire livrer ici au Maroc. Génial. C'est ça, il y a plein de monde qui ne sait pas qu'on peut se faire livrer. C'est ça, parce qu'on a peur de la douane, du coup, ça nous décourage un petit peu, mais je pense au niveau des livres, on n'est pas concerné, il n'y a pas de TVA. En tout cas, je n'en ai pas eu. Donc voilà, c'est une petite info comme ça que je lance pour encourager les gens à commander du coup. Donc il y a les troubles des fonctions alimentaires chez le nourrisson et le jeune enfant. Et il y a aussi le numéro 287, le nourrisson de la série Rééducation orthophonique. Oui, je connais. Oui. Alors ensuite, pour les formations, il y a les formations d'Isabelle Eyoum qui sont très, très, très intéressantes. Elle est très, très réputée. On va dire C'était une prof à moi et que j'ai continué à suivre après mes études. Elle est vraiment merveilleuse, cette dame. Ouais. Il y a aussi Dominique Crunel. Oui. Qui propose aussi beaucoup de formations par rapport à ça, et aussi aux troubles de motricité bucco-faciale. Enfin, vraiment, des fois, elle fait des choses un peu globales. Il y a aussi une formation chez Happy Neuron,
chez Justine Véissière. Il y a une longue formation qui concerne troubles d'oreillette alimentaire. Je pense qu'elle dure 16 heures, mais elle est divisée en 2. D'accord. Et on peut acheter, voilà, la première partie et la deuxième partie, mais vraiment, elle était très, très, très riche en informations. Voilà. Concernant Instagram, alors j'en ai sélectionné 3 orthos françaises, malheureusement. Mais voilà, j'espère en sélectionner une marocaine dans le futur. Donc on a la vie d'une maman ortho, on a Magali orthophonie, on a Café Ortho 51. Ah, je connais pas Café Ortho. Ah oui, ça aussi, ça propose des trucs vraiment sympas. Il y a aussi, malheureusement, j'ai pas trouvé les comptes, le compte sur mon Instagram quand je cherchais, mais ça serait intéressant aussi de suivre des psychologues qui s'intéressent sur la petite enfance, des orthodontistes. Vraiment, il faut rester très très large quand on est intéressé par ce thème-là. Ne serait-ce que la tétine, je sais pas, je dis l'arrêt de la tétine, l'arrêt de l'incision du pouce. Ça peut aider, mine de rien, notre prise en soin. Et enfin, on a les groupes Facebook. On a des groupes français, encore une fois, de parents ayant des enfants ayant des troubles d'oreillette alimentaire. Et je trouve ça vraiment, c'est une petite pépite parce qu'on a des cas pratiques gratuits et on a aussi des partages d'expériences par rapport à tel aliment, de telle forme ou bien tel outil. Ça a marché avec mon fils, je partage ça aux mamans chez qui ça pourrait fonctionner aussi. Et je trouve ça tellement intéressant. Et des fois même, ils partagent l'évolution de leur enfant. On était aujourd'hui c'est une petite victoire, mon fils a mangé telle chose. C'est comme tu l'as dit, magnifique. parce que pour les troubles d'oreillette pédiatriques, c'est tellement vague, il y a des choses qui peuvent fonctionner ou pas, des fois ça peut marcher une fois, mais la séance d'après ça ne marche plus. Donc du coup vraiment on a toujours besoin de nouveautés, d'avoir de nouvelles idées qui viennent d'un petit peu partout, donc il faut élargir un tout petit peu son champ de recherche. En tout cas je mettrai tout en description, comme ça les personnes pourront trouver avec facilement les différentes choses que tu as pu citer, quoi. Oui. Et du coup, c'est la fin de notre épisode. Je te remercie beaucoup. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode avec toi. Et du coup, c'est ton premier podcast, peut-être pas le dernier. Ça serait bien que tu te lances faire un podcast aussi. Ouais, je te remercie. Parler de l'oralité, ça serait super. C'est vrai que nourrissant, parce que oui. C'est vrai que je ressens beaucoup de demandes par rapport à ça. Il y a même ma collègue Maha qui est avec moi dans la boutique. À chaque fois, elle me dit « Mais pourquoi tu ferais pas quelque chose par rapport à ça ?» Ouais, mais après, peut-être pas un podcast si tu n'as pas envie d'avoir, on va dire, cette pression-là de sortir un épisode à chaque fois, mais faire des petits épisodes comme ça. Les podcasts, moi, je suis plutôt intéressée dans les formations. J'aime bien l'interaction, parce que j'imagine qu'il y aura plein de questions, Oui, non, vraiment, niveau interactif, que ça se fasse à taille humaine, un petit truc, mais voilà. Mais ça serait super, parce que les gens sont très, très demandeurs. Déjà, même juste le fait de sensibiliser les différents intervenants autour de l'enfant, pas forcément les orthos, mais aller un petit peu plus loin au niveau des petites écoles, à la crèche, où justement ils vont observer plus de choses. Les pédiatres aussi. Les pédiatres, ils envoient que les enfants avec troubles autistiques. J'en ai jamais eu un qui est entre guillemets normal et qui présente ce trouble-là. C'est vraiment les enfants qui ont certains handicaps. Exactement. Mais c'est vrai que avoir ce travail-là sur le côté de sensibiliser, prévenir pour dépister précocement, parce que justement tu as parlé du nourrisson, l'orthophonie ça peut vraiment accompagner la maman dans l'allaitement, dans la prise du biberon. Même si l'enfant il est né prématuré, à l'étranger. Quand il est dans sa couveuse, l'orthophoniste intervient et essaye de stimuler, d'activer sa succion pour qu'elle soit le plus efficace possible. Elle verbalise avec lui, elle le met dans un bain engagé dès ses premières heures, parce que malheureusement, il est habitué au son des machines. Généralement, il est tout seul. Même au niveau du toucher, parce que les soignants doivent mettre des gants. Donc malheureusement, c'est un peu difficile de toucher parce qu'ils sont tellement câblés. Non, ils sont
sont câblés de partout, c'est très compliqué. Mais voilà, juste le fait d'avoir accès à ses oreilles pour qu'il nous entende et à sa bouche, de lui faire des petits massages, de lui chanter des chansons. On ne peut pas savoir à quel point c'est très bénéfique pour eux et ça nous permet d'éviter tellement de difficultés par la suite. Ouais, c'est vrai que maintenant au Maroc, il y a un travail fou qui a été fait pour sensibiliser les gens par rapport aux troubles du spectre autistique. Ouais. Il y a tellement de choses. Oui. Il y a autre chose aussi. Et du coup, ça va venir petit à petit. C'est ça, exactement. Moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Parce que vraiment, moi, ça fait 8 ans que je travaille. Et déjà, en 8 ans, j'ai remarqué beaucoup de changements sur plein de choses. Et du coup, je pense que dans le futur, ça ira que mieux. Oui, j'y crois aussi, fortement. Ok, du coup, on finit l'épisode sur une très belle note, avec plein d'optimisme et tout ça. Et moi, je te dis encore une fois merci. Et je vous dis à très bientôt.